Je voudrais préciser tout de suite que Max Gravelot, qui est un grand voyageur, sera mon invité le jeudi 15 mars. Mais comme l'audiovisuel s'est donné un académicien, c'est bien la première fois qu'un homme de la radio et de la télévision pénètre sous la coupole. Et bien, à cause de cela, il nous fallait ce rendez-vous et je suis particulièrement heureux d'accueillir Alain Decaux. Et je me rappelle vous avoir dit, Alain, il y a 4 ans, je crois, un jour vous serez de l'Académie française. Parce que, il faut bien le préciser aussi, vous avez été un candidat malheureux. Oui, je me suis présenté une première fois en 1975 et au fauteuil de Marcel Pagnol. J'avais souhaité succéder à Marcel Pagnol parce qu'il avait été président de la Société des auteurs. Et j'étais moi-même à cette époque-là président de la Société des auteurs. Et je me disais, un président qui succède à un autre président. Et puis ça n'est pas l'argument qui a frappé les académiciens à ce moment-là. Je veux dire qu'il y a tout de même un paradoxe d'ailleurs, c'est que j'étais très près. La dernière fois, il fallait 15 voix, j'en ai eu 13, c'était pas mal. Je n'ai pas été battu d'ailleurs puisque ça a été une élection blanche. Mais le paradoxe, c'est que moi qui ai écrit l'histoire des Françaises, eh bien, ce sont 2 femmes, dont l'une d'ailleurs est une grande amie à moi, Louise Weiss, qui se sont présentées cette fois-là au siège, et elles ont eu des voix, et ce sont les voix Quelle était votre femme ? Janine Chara. Janine Chara. Janine Chara. Alors c'est assez paradoxal que ce soit les femmes qui empêchent l'historien des Françaises d'entrer à l'Académie une première fois. Mais Alain Decaux, vous avez conscience que c'est un homme de la radio, de la télévision qui est entré à l'Académie française ? Oui, naturellement. Oui, j'en ai parfaitement conscience. René Clair était le cinéma, oui, c'est ça, le théâtre. Voilà, et je le sais parce qu'on me l'a dit, tous mes amis académiciens me l'ont dit. En ma personne, évidemment, peut-être ont-ils lu mes livres, je le pense, certains les ont lus, mais la plupart ont vu ou écouté mes émissions, c'est une évidence. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire en m'élisant, c'est justement faire un signe à l'audiovisuel. Et je crois que ça montre en tous les cas que l'Académie n'est pas une vieille dame. Vous savez, le duc de Castres a écrit un livre d'ailleurs très amusant qui s'appelle La vieille dame du Quai Conti, mais cette vieille dame me paraît en pleine forme, en très très bonne forme. Mais les choses ont-elles changé depuis votre élection ? On vous regarde comment maintenant ? Vous savez, moi je ne sens pas que les choses aient changé, sinon que depuis... On a bonne opinion d'elle ? Je parle de l'Académie. Ça, je dois dire, et ça c'est l'avantage, c'est l'avantage d'être connu visuellement. Bon, les gens connaissent mon visage, alors des gens dans la rue m'arrêtent, et sont très gentils, je dois dire, c'est mérité, on me dit comme une évidence, en me pointant du doigt, c'est mérité. Bon, alors ça me plaît bien, c'est très gentil. Et vous êtes heureux ? Mais oui, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai dit à un journaliste qui m'a interrogé le jour de l'élection en me demandant si j'étais content. Je dis, si je vous disais que j'étais concerné, vous ne me croirez pas. Mais vous l'avez voulu. Je l'ai voulu, bien sûr, on se présente, on ne vous désigne pas comme ça sans qu'on se soit présenté. Vous pensez que les choses vont changer, que vous allez écrire d'une manière différente ? Non, pas du tout, naturellement pas. Pas du tout, il ne faut pas justement, il y a aucune raison, c'est une étape importante, je la prends pour une étape même capitale de ma vie, mais enfin évidemment ce que j'écris, ce que je raconte, ce que je dis, tout ça ne va pas changer bien entendu. Mais Alain Decaux, si vous aviez été nommé ministre, vous auriez eu autant de lettres, autant de télégrammes, autant d'appels téléphoniques. Je me posais la question, parce que c'est ça la grande surprise. Oui. L'immense surprise pour moi, c'est de voir la répercussion d'une élection à l'Académie française. Parce que c'est extraordinaire, ça suscite des passions. Je retrouve des amis d'école, de lycée que j'ai perdu de vue depuis 40 ans, des gens qui me télégraphient, qui appellent, vraiment, je vois ma famille, les gens sont littéralement entrés en transe. Et ça, c'est très curieux, parce que, bon, je savais que l'Académie était une institution prestigieuse, mais le prestige dans le grand public français, à ce point, je ne l'imaginais pas. Et ça, c'est, mon Dieu, bravo. Alors, vous avez fait plaisir à votre mère, puis vous avez fait peut-être des plaisirs à André Castelot. Oui, je crois André Castelot a été le premier à se réjouir, à m'embrasser. Il était près de moi avec Jean-François. Oui, mais quand même, Jean-François Cartes. Mais il doit être un peu jaloux. Oh non, pas du tout. André est un homme qui est incapable d'un sentiment pareil. Et puis alors, moi, tout n'est pas fini. Qui sait. Vous venez de parler d'André Castelot, de Jean-François Cartes, et c'est la Tribune de l'Histoire. Oui, bien sûr. Et c'est cette maison. La Tribune de l'Histoire qui est, je crois, la plus ancienne émission de France Inter, puisqu'elle a maintenant 28 ans, elle a commencé en 1951. Et le plus drôle, c'est que
quand j'ai été élu, on a annoncé dans les bulletins de France Inter que la Tribune de l'Histoire existait depuis 10 ans. On se disait 10 ans, c'est énorme. Et puis, mon Dieu, quand on a su qu'elle avait 28 ans... Et qu'elle se porte bien. Mon Dieu, elle ne se porte pas trop mal, je crois. Mais j'ai dit à notre directeur des programmes, Jean Chouquet, il m'a dit, mais comment, c'est extraordinaire, 28 ans. J'ai dit, mais oui, mais nous le cachons. Nous le cachons parce que je me souviens d'une émission que j'aimais beaucoup, Bonnes adresses du passé, une émission de la télévision qui a fêté ses 10 ans. La chaîne a offert un cocktail pour les 10 ans et elle a été supprimée 3 mois après, n'est-ce pas? Vous n'y pensez pas? Non, je n'y pense pas. Mais alors maintenant, vous allez signer Alain Decaux de l'Académie française lorsque, par exemple, on verra à la télévision Alain Decaux raconte, ou bien Alain Decaux de l'Académie française lorsqu'on écoutera la Tribune de l'Histoire ici à France Inter? Écoutez, je ne vois pas pour Alain Decaux raconte la possibilité au générique. Alain Decaux de l'Académie française raconte. Voilà. Non, ça je ne crois pas. Non, vraiment pas. Puis il y a votre mère. Et oui, c'est sans doute un bonheur pour une femme de 83 ans, je crois. Oui. Je crois que ça a été une grande joie pour elle. C'est le triomphe du fils? Mais, oui, plus que ce qu'il a fait à la radio ou à la télévision? Oui, je crois que pour elle, c'est une grande joie. Évidemment, elle a pensé à mon père qui n'est plus de ce monde. Et elle y a pensé tout de suite, et bien entendu. C'est ce qu'elle m'a dit immédiatement quand je l'ai appelé au téléphone. Alain Decaux, alors j'ai fait les comptes. Je vois que vous avez obtenu 17 voix contre 5 à Maurice Duverger, c'est cela? Hein? Oui, car au deuxième tour, oui. Votre adversaire était Maurice Duverger. Il y a quand même pas tout à fait 40 immortels, car vous êtes devenu immortel. 17 et 5, cela fait 22 voix. Alors que font les autres académiciens? Ils ne votent pas? Eh bien, vous savez, d'abord, il y en a plusieurs qui ne sont pas venus, parce que certains sont âgés et il faisait très froid ce jour-là. Je sais que, par exemple, le duc de Lévis-Mirepoix, qui m'a écrit d'ailleurs une lettre adorable après, en disant, hélas, à mon âge, vous savez qu'il va avoir 95 ans, oui. Il voulait absolument venir, mais ses médecins lui interdisent de sortir quand il fait trop froid, et mon Dieu, là, je suis ravi qu'il ne soit pas sorti, parce que je l'aime tendrement. Et il peut voter par correspondance? Non, on ne peut pas voter par correspondance. Alors, il y a eu plusieurs absences ce jour-là, donc, évidemment, le quorum a été assez bas ce jour-là. Alors il y a ceux qui ont voté contre vous, qui ont marqué une désapprobation comme dans tout vote, dans toute élection. Oui, bien sûr. Alors ceux-là, vous allez essayer de les rechercher? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne veux même. C'est quand même une tentation, non? Non, je ne veux même pas le savoir. Et vous savez, maintenant que je suis presque de cette maison, je dis presque parce que je n'en sais vraiment qu'après ma réception. Eh bien, maintenant que tout de même j'ai beaucoup d'amis dans cette maison, je sais que c'est la règle. Dès le moment où on est élu, on ne veut plus savoir ceux qui ont été pour vous et ceux qui ont été contre vous. Et c'est la règle dans l'autre sens. C'est-à-dire que ceux qui ont voté contre vous l'oublient, eux aussi. Pour eux, ils sont le nouveau, c'est l'élu de tous. Alors vous êtes présenté au fauteuil de Jean Guéhenno. Vous ne connaissiez pas particulièrement Jean Guéhenno? Non, je n'ai pas eu le bonheur de connaître Jean Guéhenno. Je le regrette profondément parce que c'est un homme d'une immense valeur et j'ai pour lui une immense admiration. C'est d'ailleurs, si vous voulez, un peu le paradoxe de l'Académie. Il y a des gens qu'on connaît très bien et à qui on aurait voulu succéder, et puis c'est à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on succède. Mais j'avoue que succéder à celui-là, c'est vraiment un bonheur. Alors vous auriez voulu succéder à qui, alors? Bien, j'aurais bien aimé succéder à Pagnol, par exemple. Comme la première fois. Oui, parce que vous souhaitiez. Ce que je souhaitais, parce qu'évidemment, j'aurais bien aimé succéder à Achard, c'était un ami, ou bien succéder à Jacques Chastenay, qui était un très grand historien et que j'admirais et que j'aimais beaucoup. Mais là, on ne choisit pas son fauteuil, c'est le hasard, c'est l'opportunité, et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Parce qu'il y a maintenant la question difficile du discours, oui, de réception à l'Académie française. Et parler d'Achard, de Marcel Pagnol, cela pouvait être pour vous un bonheur. Guéhenno, vous le connaissez quand même un peu moins. Je le connais par son œuvre, et pour moi c'est déjà énorme. C'est un homme qui a écrit des livres admirables, et c'est un homme qui a eu une vie admirable. Vous savez, moi j'aime ce que j'appelle les personnages, entre guillemets. J'en fais les sujets de mes livres, j'en fais les sujets de mes émissions. Parce que j'aime les hommes, j'aime aller à la rencontre des hommes, j'aime chercher qui ils sont, et là voilà, ça c'est un personnage, parce qu'enfin c'est un sujet merveilleux, ce petit adolescent qui est à l'usine, qui travaille de ses mains, et qui rentrant de l'usine le soir prépare son bain chaud. Vous savez, il faut le faire, parce que c'est fatigant une journée d'usine. Alors je trouve ça très beau, moi j'aime bien. Et qui va plus loin que le bain chaud. Et qui fait l'agrégation, qui fait normale supérieure.
et qui deviendra un grand humaniste. Et c'est une famille d'esprit dont je suis très proche, c'est ce qu'on peut appeler la gauche humaniste, et vraiment c'est un sujet pour moi qui me convient admirablement, et c'est ce que me disait un de mes amis, d'ailleurs c'est ce que me disait le duc de Castres, qui a voté également pour moi, qui était un de mes partisans, mes supporters, et qui m'a dit, mais l'auteur de Blanqui était fait pour faire l'éloge de Jean Guéhenno. Alors on a élu l'homme de la radio, de la télévision ou l'historien. Vous ne vous êtes jamais pris pour un historien, comme on le voit aujourd'hui. Vous savez, moi, quand on me demande si je suis un historien, j'ai un mot qui n'est pas de moi d'ailleurs. Je dis je suis plutôt un écrivain d'histoire. C'est un mot qui est d'Octave Aubry, historien un peu oublié aujourd'hui, mais qui a écrit avant la guerre des livres excellents, notamment sur Napoléon, sur Sainte-Hélène, sur l'Aiglon. C'est un historien napoléonien, et on lui disait, vous êtes un historien, monsieur Octave Aubry? Il répondait, non, je suis un écrivain d'histoire. Alors vous allez me demander quelle est la différence. Bien, la différence, c'est que peut-être que l'écrivain d'histoire pense davantage que l'historien pur à faire de ce qu'il écrit une œuvre littéraire. Non pas à négliger les sources, il ne s'agit pas du tout de diminuer, d'amenuiser l'aspect scientifique de l'histoire, il s'agit de se documenter à fond et bien, mais une fois la documentation faite, d'avoir en plus de communiquer cette documentation au public, de la communiquer sous forme d'œuvre littéraire. C'est-à-dire pour vous, l'histoire n'est pas seulement une science, c'est aussi un engagement littéraire. Oui, je pense. Et vous sacrifiez à l'anecdote, vous estimez que c'est un tronçon de vie. Ah ben vous savez, important. C'est une grande discussion, l'anecdote. Aujourd'hui, il y a des camps différents. On a voulu aller contre l'anecdote, on accuse l'anecdote des pires méfaits, parce qu'on veut privilégier l'étude des grands courants. Et on a 1000 fois raison, parce que l'étude des grands courants, c'est l'histoire. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Et un de mes amis me parlait des livres de classe de ses enfants actuellement, et il me disait, quand on les lit, il y a une réflexion très intelligente, très utile sur les événements, mais le drame, c'est que ces événements-là, on les suppose connus. Et l'enfant qui lit ces livres d'histoire ne connaît pas suffisamment les événements pour saisir la portée de cette réflexion. Alors, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait aussi des gens qui s'attachent à raconter ce qui a été. Je pense qu'il ne faut pas faire. Je suis de ceux qui voudraient enterrer la hache de guerre, parce que vous savez qu'il y a une sorte de petite guerre entre justement ce qu'on a appelé la nouvelle histoire et l'histoire traditionnelle. Alors les uns et les autres ont dit du mal les uns des autres, justement, et je pense que c'est un tort. Je pense qu'il y a complément. Il y a complément parce qu'il faut d'abord des gens qui racontent ce qui a été, qui évoquent les personnages, et après qu'on ait bien situé ces événements et ces hommes dans l'esprit du lecteur, il est absolument nécessaire que d'autres viennent et aillent plus loin et se posent des questions en se disant pourquoi. Les uns, au fond, communiquent au lecteur le comment et d'autres le pourquoi. Mais vous estimez, vous, Alain Decaux, qu'il faudrait refaire tous les manuels scolaires ? Je ne sais pas. Je pense en tout. Il y a de bonnes choses dans les manuels scolaires, mais peut-être devrait-on revoir pas mal de choses dans l'enseignement de l'histoire. Il y a d'abord, je trouve que, et je ne suis pas le seul, tous les professeurs d'histoire aujourd'hui le disent, il y a dans l'histoire telle qu'on la présente aux lycéens, des lacunes. D'abord, il y a le temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez d'heures d'histoire dans les programmes. Et alors les programmes sont trop pleins pour trop peu d'heures. Et ça, c'est pas une bonne chose. Comment voulez-vous, alors que les professeurs puissent faire vivre l'histoire? L'histoire est tellement passionnante. Moi, c'est une chose, c'est ma vie, l'histoire. Je suis passionné depuis l'âge de 15 ans par l'histoire. Oui, mais faut-il s'encombrer de dates, comme on le fait? Non, mais on est noyé dans les dates. Oui, bien sûr, il ne faut pas retomber dans ce que c'était autrefois. Autrefois, on n'apprenait que des listes de dates, de batailles, de traités, c'était insupportable. Mais enfin, il faut tout de même dire aux enfants ce qui s'est passé. On ne peut pas simplement leur donner les grands courants sans dire ce qui s'est passé. Alors, les programmes, il y a trop de choses à dire dans trop peu de temps. Puis alors, il y a quelque chose qui m'irrite énormément, et qui irrite les professeurs d'histoire aussi, c'est que maintenant, on veut faire dans les classes terminales de l'histoire une matière à option. Or, nous savons très bien que les enfants ne sont pas des héros, n'est-ce pas? Dès que c'est à option, dès qu'ils n'y sont pas obligés, pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent?
n'est-ce pas? Donc, on est en train de tuer l'histoire. Et Monsieur Duby le disait récemment, Monsieur Duby disait, mais au moment où justement on a la preuve que le grand public français se passionne pour l'histoire comme il ne s'est jamais passionné, c'est à ce moment-là qu'on va donner la portion congrue à l'histoire dans l'enseignement. C'est un paradoxe. Il y en a de même dans la musique. Les Français se passionnent pour l'histoire et la musique. Oui. Vous parlez de Georges Duby, et vous aviez dit à l'instant, les nouveaux historiens, Georges Duby et Jacques Le Goff, entrent dans la catégorie des nouveaux historiens. Oui. Or, ils sont historiens depuis longtemps. Oui. Est-ce pour lutter contre quelque chose, ou est-ce pour montrer qu'ils sont à part des autres historiens? Le mot nouvelle histoire. Oui, parce que j'ai entendu la nouvelle histoire. Oui, bien sûr. Êtes-vous de la nouvelle histoire? Êtes-vous un nouvel historien? Vous savez, peut-être pas dans le sens qu'on veut donner à la nouvelle histoire, qui privilégie justement ces études de grands courants, ces études en profondeur des mœurs et des couches de population. Moi, évidemment, m'attachant aux événements, aux personnages davantage, je serais plutôt de l'histoire traditionnelle. Mais la nouvelle histoire, à mon avis, est très utile, et j'ai beaucoup d'admiration pour certains tenants de la nouvelle histoire. Je viens de lire le Carnaval de Romans de Leroy Ladurie. Oui. Dieu sait si j'avais aimé Montaillou, mais le Carnaval de Romans, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et alors, est-ce de la nouvelle histoire? Je n'en sais rien, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un événement avec des personnages, un carnaval qui change en tragédie. Mais il y a un gros immense, et c'est admirable. On lit ça, on est... Alors justement, vous citez Leroy Ladurie. Bon, il y a un premier livre qui a fait beaucoup de bruit, il s'agit donc de Montaillou, village occitan, il y a maintenant le Carnaval de Romans. Vous vous sentez proche d'un historien comme celui-là? Ah oui, tout à fait. Qui est un historien d'école, professeur au Collège de France. Je me sens proche de ces deux ouvrages, extrêmement proche. Leroy Ladurie pourrait-il, comme vous, présenter une émission à la télévision? Sur l'histoire? Mais il l'a très bien fait, je crois bien qu'il l'a fait avec Pierre Dumayet. Et il l'a très bien fait. Leroy Ladurie est un homme qui a l'art de faire vivre, et il le fait très très bien. Mais vous, votre art aussi, et votre force, c'est de faire cavalier seul. Oui, je fais cavalier seul pour le moment à la télévision, mais à la radio, je ne fais pas cavalier seul, puisque nous sommes une équipe. C'est un travail particulier, celui de la télévision, car vous êtes en direct. Oui, vous souhaitez être en je direct. souhaite beaucoup le direct, oui, absolument. Vous n'avez pas peur, de temps en temps, de vous laisser aller à une histoire qui ne serait plus celle que vous racontez? Et il est certain que je ne dis pas toujours ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est ça le danger du direct, parce que je n'écris pas de texte, je ne veux pas en écrire pour ne pas être tenté de... Oui, mais vous avez tout préparé avant dans votre tête. Mais j'ai un plan que je rédige, parce qu'il faut ce plan pour mon équipe qui me suit en régie. Mais il arrive, c'est le drame, que tout à coup, justement pris par l'histoire que je raconte, j'oublie mon plan et je ne suis plus du tout la ligne que je m'étais fixée. Mais ça, je crois que, mon Dieu, je ne le regrette pas tellement, parce que c'est peut-être ça qui me permet de vivre à fond l'histoire que je raconte et que j'essaye de faire vivre. Alain Decaux, quelle est la force qui pousse un homme comme vous aux honneurs? Car en fait, vous avez tout prouvé. Vous vous êtes prouvé à vous-même beaucoup de choses. Vous avez un public. Il fallait un couronnement? C'était pour quelqu'un? C'était pour vous? Oui, les honneurs, je sais bien qu'on peut dire l'amour des honneurs, mais bien sûr c'est un grand honneur. Moi je voudrais plutôt parler d'un honneur que des honneurs. Je ne crois pas courir. Écoutez, bon, c'est vrai, je suis chevalier Légion d'honneur, mais je connais des gens qui ont la poitrine constellée de décorations. Moi, je n'en ai qu'une. Enfin, disons que c'est la plus belle. Mais bon, je n'en ai qu'une. J'aurais pu en avoir beaucoup d'autres. Vous savez, il suffit de les demander. Je ne les ai pas demandés. Je ne suis pas un homme qui court après les honneurs. Cela dit, c'est peut-être même pour un créateur intellectuel, pour un homme qui fait ce métier, ou d'écrire, ou maintenant de parler, eh bien, c'est tout de même une consécration. Et est-ce que tous les hommes n'ont pas besoin de consécration? C'est peut-être finalement une preuve de modestie. Peut-être parce qu'on n'est jamais très sûr de soi. On n'est jamais très sûr. Alors on demande l'approbation des autres, de même qu'à l'école, mon Dieu, on préférait être premier que dernier. Je ne sais pas si c'est une preuve de modestie, mais je crois en revanche que c'est une preuve d'humilité au départ, parce que il faut quand même être très humble pour oser aller demander à des gens de vous accueillir dans une assemblée, quelle qu'elle soit. Oui, je pense, moi aussi, je pense. Parce qu'il faut quand même aller, d'une certaine manière, faire la quête. Oui. On n'est pas sûr d'être bien reçu. On n'est jamais sûr, et on n'est pas toujours bien reçu. Si vous n'aviez pas été reçu cette fois-ci à la Decaux,
Vous auriez tenté une autre expérience? Je ne pense pas, non. Non. Je me l'étais dit, je m'étais posé la question. Je me dis, je me représente, mais qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas élu? Et je m'étais dit à moi-même, eh bien, ce sera la dernière fois. Mais c'est peut-être aussi le désir de se prolonger, d'installer son nom. Vous pensez qu'il y a des œuvres de vous qui resteront, Non, qui seront racontées aux enfants? Non, je ne le pense pas du tout parce que l'histoire ne passe pas les générations. L'historien doit être extrêmement modeste parce que c'est normal. Quels sont les historiens qui sont passés? Ben, Qui restent et à qui resteront? mon avis, il n'y a qu'un seul exemple, c'est Michelet. On lit encore Michelet aujourd'hui, et j'oserais dire que Michelet, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que nous pouvons tous citer des noms de grands historiens du siècle dernier. Nous pouvons citer le nom d'Augustin Thierry, nous pouvons citer le nom de Fustel de Coulanges. Les noms restent, mais l'œuvre. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, sauf s'il est forcé, s'il est à l'université, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, pour son plaisir, lit Augustin Thierry ou Fustel de Coulanges? Sûrement pas. On lit Balzac, on lit Hugo, on lit Dumas, on lit Zola, Mais l'historien, c'est Michelet. Voilà. Mais peut-être parce que Michelet n'est pas un véritable historien. Michelet est aussi un visionnaire et un poète. Alors c'est peut-être ce qui fait qu'on lit encore Michelet aujourd'hui. Les historiens d'aujourd'hui ont une chance de Je ne pense pas. Demeurer. Non, parce que c'est normal. Je pense que tous les demi-siècles, ou même moins que ça, tous les 30 ans, il faut retraiter les sujets d'histoire, parce qu'on n'a pas du tout la même vision. D'abord, on a fait des nouvelles découvertes. Et pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, on lise l'histoire du Second Empire de Pierre de Lagorce, qui était pourtant un ouvrage très estimable, et qui est paru il y a près d'un siècle, et alors qu'il existe l'histoire du Second Empire d'Adrien d'Ancette, qui est un homme de notre temps, qui a raisonné et écrit cette histoire en homme de notre temps, avec les sources de notre temps, avec le concept de notre temps. Pierre de Lagorce ne songeait pas un instant dans son histoire du Second Empire de parler, par exemple, de l'économie. Eh bien, dans l'histoire du Second Empire d'Adrien d'Ancette, il y a un volume entier sur l'économie. Nous n'avons pas la même vision, et dans 50 ans, on n'aura pas la même vision qu'aujourd'hui. Vous avez écrit, vous, l'histoire des Françaises. Oui. Je dois dire que c'est une histoire qui venait au bon moment. J'ai été le premier, c'est assez curieux. Avant la mode. Oui, c'est exact. Et il n'existait pas d'histoire de la femme française. Il y a de très nombreux volumes. Et pourtant, c'était une nécessité. Ben, je crois, parce que je crois qu'on peut envisager un siècle un sexe par rapport à un autre. Madame de Beauvoir l'a fait la première quand elle a écrit le deuxième sexe. On peut donc essayer d'écrire l'histoire de l'un des deux sexes, mais ce sexe en soi, ce sexe en lui-même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en partant de très loin, puisque je suis parti de la préhistoire pour aller jusqu'à nos jours, à 1 million d'années d'histoire de la femme française. Et il faut dire que c'est tout de même une belle histoire, parce que je suis très féministe, mais enfin cette femme qui n'était rien, parce qu'elle n'était rien quand on reprend les anciens textes, n'est-ce pas, sur la femme, c'est affreux le sort qu'on lui a fait subir. Et à certaines époques, elle n'a même pas d'existence légale. Elle est inférieure à l'homme, mais bien plus qu'inférieure à l'homme, elle n'existe pas légalement. Dans la loi mérovingienne, la femme n'existe pas. La loi mérovingienne, une anecdote encore, ce qu'on me reproche quelquefois. Non, mais elle fixe. Mais c'est que justement, vous savez, la loi mérovingienne, il y a des amendes pour les différentes fautes commises. Tout ça est jugé en sous d'or. Alors, quand on tue une vache, la vache du voisin, on paye une amende de 3 sous d'or. En revanche, si une femme est tué, 3 sous aussi, le prix d'une vache. N'est-ce pas? C'est assez caractéristique. Alors, ça explique bien, vous savez, c'est une anecdote, mais on voit mieux peut-être qu'avec beaucoup de lignes et de phrases. Oui, c'est pour ça que je suis attaché à ces choses que je considère... Mais on se battra longtemps sur le coup de l'anecdote. Mais l'anecdote, pour moi, est un jalon. Voyez-vous, c'est comme ça. C'est un jalon où la pensée s'attache. Il ne s'agit pas de faire de l'anecdote pour l'anecdote, mais justement pour illustrer ce qu'on veut dire d'un destin général d'une population ou d'une génération, je pense qu'il n'est pas mauvais de donner des exemples précis, l'anecdote étant alors un exemple. Alors quand on pense de ces femmes, d'où elles viennent et jusqu'où elles sont allées, c'est assez extraordinaire, parce que ça y est, c'est fini, c'est gagné dans la loi tout au moins. Oui, mais alors il y a cette histoire des Françaises, et on pourrait penser qu'il devrait y avoir une suite, c'est-à-dire histoire des Françaises d'aujourd'hui. Bien, c'est assez amusant, je viens de rédiger dans les derniers mois un nouveau chapitre pour une nouvelle édition, parce que mon livre a 10 ans,
Non, pas tout à fait 10 ans. Il est sorti en 72. Non, il a 7 ans, mais en 7 ans, il s'en est passé des choses. Alors justement, j'ai fait une mise au point de manière à rectifier, à donner les chiffres nouveaux, à donner les éléments, des lois nouvelles qui sont sorties depuis cette époque-là. Vous voyez, on est tout le temps obligé de refaire. Alain Decaux, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes le premier de l'audiovisuel à être entré à l'Académie française, et forcément, au moment de discours de réception, on vous attendra au tournant. On essaiera de savoir ce que vous pensez et ce que vous dites de l'audiovisuel qui, qu'on le veuille ou non, est le grand phénomène, je ne dis pas d'aujourd'hui, mais des années qui arrivent, car je crois que nous sommes au point zéro. Oui, bien sûr. Mais vraiment, je crois que quelqu'un me disait un jour, nous en sommes, pour ce qui concerne la télévision, au point où Lumière a inventé le cinéma. Oui, c'est possible. Oui. Alors, comment vous la voyez, cette télévision? Comment vous la voyez, cette radio, dans les années qui viennent? C'est un sujet qui vous occupe? Oui, moi je crois que nous avons encore beaucoup à inventer, beaucoup à faire. Pensez aux satellites qui vont changer totalement la vie des spectateurs, mais c'est pour demain. N'est-ce pas? Quand on pourra capter directement sans l'intermédiaire de Plumeur Baudou, on pourra capter directement sur des satellites Tokyo, Moscou, New York, tout. Où irons-nous? Et moi, vous savez qu'il m'intéresse beaucoup la défense du droit d'auteur, puisque j'ai été président de cette société dont je suis toujours le vice-président. Eh bien, comment va-t-on préserver? Oui, comment va-t-on préserver le droit d'auteur? Ce sont des gros problèmes auxquels heureusement pensent les sociétés d'auteurs aujourd'hui. Mais enfin, en ce qui concerne la création, nous allons vers un champ absolument illimité. Comment va-t-on résister aussi aux satellites? Il faudra que nous soyons très forts, justement sur le plan de la création, oui, pour offrir des programmes français. Il y a heureusement la langue. Il y a la langue. On peut s'attendre au pire, c'est au meilleur peut-être. On peut nous envoyer de très loin des émissions en langue française, c'est évident. Alors il y a eu la Tribune de l'Histoire, il y a toujours la Tribune de l'Histoire, Alain Decaux raconte... la caméra explore le temps qui a joué justement, j'arrive à la caméra explore le temps. Vous êtes interdit de recommencer. Je crois qu'à un certain moment même, on vous l'aurait proposé, mais vous ne voulez pas revenir. Parce que... Marcel Julien l'a souhaité à un moment donné quand il est venu en Antenne 2, oui. Et nous avons pensé que ce n'était pas une chose utile parce que, vous savez, il y a une mythologie autour d'une émission. Il se trouve que, miraculeusement, cette émission reste dans les souvenirs des spectateurs et reste idéalisée dans les souvenirs. On a l'impression dans le public que nous n'avons fait que de très bonnes émissions. Or, c'est absolument faux. Il y a eu de mauvaises émissions? Naturellement, on en a fait 47. Et sur 47, c'est vrai, je ne veux pas être faussement modeste, il y en a eu de très bonnes. Il y en a eu aussi de bonnes, il y en a eu de mauvaises, et il y en a eu de très mauvaises. Alors, par miracle, le public a oublié les mauvaises, ne se souvient plus que des bonnes. Alors, si on recommençait ce genre de choses, fatalement, il y en aurait encore de mauvaises, et on dirait, mais vous voyez comme ils ont baissé depuis. Alors il faut jamais rééditer, il ne faut pas faire revivre le passé. C'est encore un peu de vanité. La caméra explore le temps. Elle laisse un très bon souvenir. Ne revenons pas sur ce souvenir. Oui, mais aujourd'hui, je me rappelle par exemple l'affaire Calas, qui est d'ailleurs repassée. Oui, qui est repassée. Et qui n'avait rien perdu. Non, c'est vrai. Quel est le personnage? Si on vous demandait de recommencer cette émission, mais tout cela est dans l'imaginaire, quel est le personnage que vous choisiriez aujourd'hui? Mais vous savez, ce n'est pas de l'imaginaire parce que vous êtes toujours dans le passé. Non, mais sans vouloir refaire la caméra sur le temps, je n'ai pas abandonné l'expression dramatique. Et actuellement, avec Stelio Lorenzi, nous sommes en train d'écrire un Hugo, une série sur Victor Hugo en 4 épisodes d'1h30. Et je dois dire que je suis en train de vivre les heures peut-être les plus passionnantes de mon existence d'historien depuis 20 ans. Parce que, en prenant à bras-le-corps Hugo, vous ne pouvez pas, je suis persuadé que vous le sentez, les joies qu'on peut, quand on est en face d'un tel bonhomme, c'est extraordinaire, absolument extraordinaire. Alors, oui... Mais comment vous travaillez avec Hugo, par exemple? Avec Hugo et avec Stelio Lorenzi. Oui, mais non, mais vous allez à la Bibliothèque nationale. Eh bien, c'est-à-dire, non, nous avons eu la chance de pouvoir nous faire communiquer des livres. C'est quand même mieux de les avoir chez soi. Alors, nous avons un énorme stock de livres. Nous avons toute l'œuvre de Hugo, naturellement. Et puis, nous avons presque tout ce qui a été écrit sur Hugo. Et alors, nous sommes engloutis dans l'œuvre de Hugo, parce que c'est un monument, l'œuvre de Hugo. Mais vous avez des collaborateurs? Non, il y a Stelio et moi, nous sommes là tous les deux tout seuls pour le moment. Vous lisez tout? Ah oui, et nous lisons ensemble et nous annotons chacun de notre côté et ensuite nous nous racontons ce que nous avons lu.
Et pour le moment, nous en sommes au stade de la connaissance de Hugo, de la connaissance des personnages qui entourent Hugo, et puis dans quelques jours, nous commencerons réellement à rédiger le scénario dans une première étape, et puis ensuite, quand le scénario sera rédigé, je me retirerai tout seul pour écrire le dialogue. Puis ensuite, Stelio le réalisera à la fin de l'année. Y a-t-il des œuvres inédites? De Hugo Enfin, non. Quelque chose qui serait quelque part... Non, je ne crois pas, ou alors par miracle. Parce que c'est notre plus grand auteur de chansons, presque. C'est le plus grand auteur de tout. De tout. De tout. Écoutez, c'est le plus non, grand... parce que c'est inhabituel, c'est inattendu. On le sait un peu mieux maintenant, parce que beaucoup des chansons, beaucoup des poèmes d'Hugo ont été mis en musique. Oui. Et pourtant, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas. Je crois qu'il serait quand même heureux, peut-être, d'entendre. C'est possible. Vous en pensez quoi? C'est possible, il a dit défense de mettre de la musique le long de mes vers. On dit ça une fois, comme ça. Oui. Puis on se réjouit après d'entendre son poème. Oui, je pense aussi que... Oui. Alors là, vous allez travailler, vous allez vous mettre, comme vous le faites à chaque fois pour chaque livre d'ailleurs, ou même lorsque vous faites votre émission Alain Decaux raconte, vous allez vous mettre quelque part seul. Pour écrire le scénario, nous l'écrivons à deux complètement. Mais pour écrire le dialogue, oui, je serai tout seul à un moment donné. Et ensuite, est-ce que lorsque Stelio Lorenzi réalise l'œuvre, vous avez un droit de regard ou Stelio a une liberté totale? Eh bien, je trouve que le metteur en scène, à ce moment-là, doit avoir sa responsabilité totale. Je pense que, surtout quand on travaille avec un homme comme lui, qui est un homme non seulement que j'aime, qui est un ami, un de mes meilleurs amis, et un homme que j'admire, eh bien, moi je crois que, par exemple, je ne trouve pas bon qu'un auteur se mêle de la distribution. Je sais bien que c'est pas l'avis de certains de mes confrères qui, s'ils m'entendent, vont hurler. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que la réalisation, c'est un ensemble. C'est le choix des décors, c'est le choix des lieux de tournage, c'est le choix des comédiens. Et là, il faut une vision personnelle du réalisateur. Mais vous pouvez vous laisser emporter par votre sujet. Et puis Victor Hugo, alors vraiment, c'est le personnage rêvé en cette circonstance. Car vous pouvez faire des parallèles avec le monde d'aujourd'hui. Avec la société d'aujourd'hui, avec la politique d'aujourd'hui. Mais à chaque instant. Tenez, par exemple, il y a une chose, moi, qui me passionne dans Hugo. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'idée de Dieu est présente dans l'œuvre de Hugo. Mais il y pense sans cesse. Il en parle à chaque instant, dans tous ses textes, dans ses discours, dans ses lettres, et dans les notes qu'il prend, ces fameuses notes qui ont été publiées après sa mort sous le titre de Chose vue. Chose vue, c'est fantastique. Voilà. C'est la chose la plus exaltante qu'on puisse dire. Je crois qu'il faudrait le conseiller à tout le monde. Oui, mais heureusement. Mais ceux qui ne l'auraient pas lu. Alors, c'est cette idée de Dieu qui me passionne. Savez-vous que Hugo priait plusieurs fois par jour? Et moi, c'est une chose qui compte beaucoup pour moi, car j'ai la chance d'être croyant, parce que je dis que c'est une chance. Et évidemment, de voir cette proximité de Dieu pour le personnage de Hugo, c'est une chose que je ressens profondément. Cela dit, il est très anticlérical. Il croit énormément en Dieu, mais il est tout à fait braqué contre l'Église romaine. Vous êtes comme lui? Ah non, pas du tout. Votre croyance est exacte? Ma croyance s'inscrit tout à fait dans les limites de la religion catholique. Mais cette croyance vous a aidé en certaines circonstances? Oui, beaucoup. Ma vie, sans la croyance, ma vie n'aurait pas été ce qu'elle a été. J'ai absolument besoin de ma croyance. C'est une chose indispensable pour moi. Et même quelquefois un besoin physique, parce que je vais à la messe, et le dimanche, et si la messe me manque, eh bien il me manque quelque chose d'essentiel. J'ai besoin tout à coup de cette communauté de croyants qui se retrouvent ensemble. Vous avez appris à vous maîtriser, parce que lorsqu'on se laisse emporter par un sujet, on peut aller un peu loin. Et c'est peut-être le risque dans tout ce que vous faites, vous. Parce que déjà, vous l'avez dit, l'histoire n'est pas seulement une science, c'est un genre littéraire. Vous êtes à la télévision, et comme vous êtes en direct, il faut parfois laisser les mots s'envoler pour leur donner un peu plus d'ampleur. Oui, mais je suis assez maître de moi par essence. Oui. Je suis un homme assez calme, je crois, et je ne crois pas quand même aller au-delà de ce que je penserais moi-même. Mais vous pourriez abuser de l'histoire, je veux dire par là, vous pourriez dire votre opinion politique. Non, alors là, écoutez, ça, je suis heureux que vous me posiez cette question, parce que c'est quelque chose également qui me préoccupe beaucoup. L'objectivité, je n'y crois pas. Il n'y a pas d'objectivité. J'ai déjà dit plusieurs fois, si on prend 4 historiens, si on leur donne exactement les mêmes sources, si on les enferme dans une maison, ils ont un mois pour traiter un sujet, eh bien, ils apporteront au bout du mois, avec les mêmes sources exactement, 4 choses différentes. Parce qu'il y en aura un qui sera croyant, l'autre qui ne le sera pas, l'un qui sera de gauche, l'autre qui sera de droite. Donc, fatalement, nous dépendons de ce que nous sommes. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais alors il y a faute, et même crime,
c'est si, volontairement, là, ce que je dis est inconscient, n'est-ce pas, ce que je viens de dire, si nous ferons 4 œuvres différentes, inconsciemment. Bien sûr. Mais celui qui fait une œuvre consciemment différente de ce qu'elle devrait être pour imposer des opinions, ça je trouve que ça n'est pas un historien, c'est le contraire de l'histoire. On n'a pas le droit de se servir de l'histoire comme véhicule pour imposer des façons de penser. Mais vous savez que certains l'ont fait. Mais naturellement. Et on le fait encore. Mais je le regrette profondément. Et parfois, dans ce que nous sommes convenus d'appeler l'éducation, l'enseignement, cela peut se faire aussi. À droite, à gauche. Oui, bien sûr. Alors n'est-ce pas dangereux? Peut-on rattraper après? Oui, et dans l'enseignement, il y a tout de même une immense honnêteté dans le personnel enseignant. Vous savez, je suis petit-fils d'instituteur et d'institutrice. Alors évidemment, j'étais très marqué dans ma jeunesse par l'enseignement. J'ai une grande admiration pour mon grand-père. Et par conséquent, toutes les choses d'enseignement me touchent. Et il y a une très grande honnêteté dans l'enseignement. À une époque, peut-être, il y a eu probablement plus de désir d'infléchir l'enseignement. À un moment, vers l'époque 1900, au moment de la lutte contre les congrégations, de la séparation de l'Église avec l'État, là, il y a eu un militantisme chez certains enseignants. Je pense que ce militantisme est moins grand aujourd'hui. Je pense qu'il y a surtout la volonté d'enseigner la vérité aux enfants. Vous avez été militant vous-même, sur un plan politique? Militant, ça dépend du mot militant. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti. Je serais le contraire d'un bon militant de parti, parce que j'ai trop l'esprit critique, et je sais que le parti qui aurait le malheur tout à coup de recevoir mon adhésion en serait désespéré au bout de 6 mois, parce que étant dedans, je passerais ma vie à le critiquer. Alors non, je ne suis pas militant d'un parti. Cela dit, j'ai évidemment des options dans ma vie et dans une certaine ligne qui vient du 19e siècle. Comme j'ai beaucoup étudié le 19e siècle, vous savez, je ne suis pas comme Léon Daudet qui a écrit le stupide 19e siècle. C'est lui qui était stupide en écrivant ça, parce que le 19e siècle est le contraire d'un siècle stupide. C'est d'abord le siècle dont nous dépendons tout entier. C'est lui dont nous venons du 19e siècle. Et puis quand on regarde ces gens, et là je reviens à mon Hugo, ces gens qui croyaient en un monde meilleur, et qui y croyaient vraiment de toute leur force, de toute leur sincérité, ils étaient sûrs, et ils le voyaient presque à portée de la main, ils étaient sûrs que la société de demain serait meilleure, que l'homme serait plus heureux, et qui se sont battus pour ça. Je reviens à Montblanqui, cet homme tout de même qui, pour justement forger une société meilleure, passe 33 ans de sa vie en prison. Vous savez, tous ces gens-là, les Hugo, les premiers syndicalistes, les Jules Guesde, Jaurès, c'est pas le 19e siècle, mais enfin, comme Gaxot a dit très justement que le 19e siècle s'achevait le 1er août 14, Jaurès c'est encore un homme du 19e. Tous ces gens-là, si vous voulez, ce sont mes maîtres à penser. Vous l'aimez, votre Blanqui, hein? Oui, je l'aime bien. C'est un livre que vous aimez bien d'abord, puis le personnage lui-même. Ah oui. Et vous savez... Vous auriez pu être Blanqui. Non, j'aurais pas eu ce courage, je le dis très honnêtement, parce qu'il faut un courage très grand. Parce que quelqu'un me disait, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a eu le malheur d'être en prison pendant 10 ans, mais après la libération, me disait, vous savez, j'aime votre livre, parce que quand on a été en prison et qu'on en sort, on se dit, mon Dieu, faites que je ne retourne jamais. Et puis lui sortait et se mettait immédiatement dans le cas d'y retourner, n'est-ce pas? Il le faisait exprès, il savait très bien à quoi s'exposer. Et c'était sa nécessité. Oui, il ne voulait pas transiger avec ses idées. Alors, évidemment, vous me direz, et ça je le sais bien, c'est que aujourd'hui nous sommes moins heureux que ces gens-là dont je parlais, parce que je pense à Jaurès, par exemple. Jaurès est mort ayant la certitude que le socialisme allait, dans une époque rapprochée, donner au monde la paix universelle, l'égalité, le bonheur de la vie quotidienne. Et puis nous avons vu que le socialisme s'était installé dans un certain nombre de pays du monde et que ça a été le contraire. Que le socialisme dans ces pays-là a supprimé la liberté. Or ces gens dont je parle, il n'y a rien qu'ils aimaient tant que la liberté. On aurait dit à Jaurès, on va faire le socialisme au détriment de la liberté. Il aurait dit jamais. N'est-ce pas? Alors il y a eu ça. Et puis alors et la croyance dans la paix universelle. C'est quelque chose, et justement j'y pensais encore ces jours-ci. Qu'est-ce que penserait justement le grand socialiste du 19e siècle, qui voulait que tous les pays soient socialistes, parce que s'ils sont tous socialistes, il n'y a plus de guerre. Voilà ce que pensait Jaurès. Et voilà que 2 grands pays socialistes, la Chine et l'URSS,
ça débouche sur quoi? Sur une hostilité qui est presque un danger de guerre. Oui, mais l'historien et l'homme, sont-ils inquiets, justement? Sont-ils pessimistes? Oui, moi aujourd'hui, je parle. Mais moi, je le suis. Malgré les nouvelles, oui, les Chinois je ne suis pas pessimiste pour les nouvelles actuelles. Je pense qu'on en a vu d'autres. On en a vu d'autres parce que si une guerre avait dû éclater, il y a eu tellement depuis la Deuxième Guerre mondiale d'occasions de la faire éclater. Quand même, pensez qu'on s'est sorti du mur de Berlin, qu'on s'est sorti du pont aérien de Berlin, du blocus, qu'on s'est sorti de la Corée, qu'on s'est sorti de tout ça sans guerre. Alors bon, on n'est peut-être pas proche d'une guerre quand même. Cela dit, moi, ce qui me navre et ce qui m'attriste profondément, c'est ça, c'est de me dire, enfin, c'est vrai, la raison d'être, le but des grands socialistes du XIXe siècle est réalisé dans une partie du monde, et cette partie du monde qui se dit socialiste est elle-même déchirée en deux blocs. Alors c'est pas du socialisme, qu'est-ce que c'est? Alain Decaux, tout à l'heure nous parlions de votre émission, l'émission que vous faisiez avec Castelot et Lorenzi, La caméra explore le temps. Oui. Mais on pourrait imaginer notre émission qui aurait pour titre La caméra explore le présent. Alors quel serait le personnage aujourd'hui? Vous parlez des personnages vivants ou le personnage d'aujourd'hui? Serait-il Khomeini, par exemple? Ah, c'est un personnage, ça, oui, sûrement. Mais il ne doit pas vous plaire. Non, car c'est le triomphe de la religion, enfin du fanatisme. Du fanatisme, c'est ça, oui, ça, vous savez, j'ai une autre idée qui domine ma vie, c'est la tolérance. J'estime, et toujours là, peut-être je suis dans la ligne de ces penseurs du XIXe siècle, et qui ont trouvé également leur origine au XVIIIe avec Voltaire. Je n'aime pas beaucoup qu'on se retranche derrière des idées religieuses qui sont respectables sûrement, mais justement, comprenez, je trouve que c'est même une régression. Les États islamiques comme le Pakistan, qui aujourd'hui reconstituent la loi même du Coran. Bon, on coupe la main des voleurs, on arrache la langue des blasphémateurs, on lapide les gens adultères. Est-ce que c'est vraiment on met les femmes à une place bizarre. Oui. Est-ce que c'est vraiment un progrès dans le sens de l'homme? Je ne pense pas. Non, il faut quand même dire que le phénomène de ce XXe siècle sera peut-être le triomphe de l'islam, avec tout ce que cela comporte. Ça je le crois, oui. Car tout à l'heure, on écoutait encore les nouvelles et on voyait que bien des choses recommençaient, qu'on a connues ailleurs. Par exemple, les Afghans qu'on rassemble déjà dans des camps, qu'on fait partir, à qui on fait faire 1200 kilomètres, comme ça, dans des camions, qu'on installe quelque part. Oui. Tout a commencé. Oui. Alors comment regardez-vous cela? Navré. C'est un passage ou c'est pour longtemps? Vous savez, c'est le commencement de quelque chose. Le XXe siècle est un contraste permanent. Le XXe siècle, évidemment, c'est le retour, c'est un retour en arrière sur certains plans, parce qu'évidemment les grands génocides, c'est même pas un retour en arrière, les génocides c'est une innovation, parce que la mort scientifique c'est le XXe siècle qui l'a annoncé. Évidemment quand Tamerlan ou Gengis Khan prenait une ville, il brûlait la ville et tuait 30 000 personnes, ça c'est vrai. Mais enfin c'était pas organisé, il n'y avait pas un ministre du génocide, il n'y avait pas un Eichmann ou un Heydrich qui avec des états, avec des feuilles de comptabilité, des trains qui partent à telle heure, des trains de la mort. Ça nous l'avons inventé, ça nous ne pouvons pas en être fiers. Nous avons inventé le goulag aussi, nous ne pouvons pas en être fiers non plus. À côté de ça, il faut tout de même dire que le XXe siècle nous a permis de voir, nous, et je dis nous, parce que si nous ajoutons nos parents par exemple, nous avons vu un changement de la société tel qu'aucune génération depuis 4 millions d'années, puisqu'on sait maintenant que l'homme a à peu près 4 millions d'années, eh bien jamais personne n'a vu ça. C'est assez fantastique. Je pense à mon père qui me racontait avoir vu tout à coup rouler sur une chaussée la première voiture automobile. Oui. Et mon père a vu donc les premiers avions, mon père a vu les premiers postes de radio, les premiers postes de télévision, et il a vécu assez vieux pour voir les premiers astronautes. C'est quand même inouï d'avoir vu la première voiture automobile et les premiers astronautes, tout ça dans une vie. C'est une chose. Je dis donc que le XXe siècle est un contraste éternel. Il y a ce progrès fabuleux sur le plan de la technique. Si la vie de l'homme s'est modifiée à un moment donné, c'est de notre temps. Elle ne s'était pas modifiée du tout avant. Parce qu'enfin, quelle est la différence entre un homme qui vit au temps de Jules César et un homme au temps de Napoléon? Il n'y a aucune différence.
il se déplace à cheval, il se chauffe avec du bois, il s'éclaire à l'huile. Quelle différence? Aucune. Vous êtes très bien dans ce siècle, enfin, vous n'auriez pas Le voulu en 20e épouser siècle, un autre. Non, et malgré toutes ces horreurs, malgré Ouais. toutes ces inquiétudes, car nous parlions d'inquiétudes, et je vous disais qu'elles me navraient, ces inquiétudes, pour bien des raisons, malgré tout, je ne suis pas mécontent d'avoir vu ce que j'ai vu. Je trouve que nous sommes des témoins privilégiés. Parce qu'en plus, non seulement nous sommes des témoins, mais des témoins conscients. Parce qu'avec l'immensité des médias actuels, nous savons, on nous dit tout. Nous pouvons être à même de savoir. Bon, la roue, c'est une très grande invention, la roue. Mais personne n'a été le témoin conscient de la roue. S'il y a un brave homme qui a coupé un arbre et qui l'a fondu dans le sens de la longueur pour faire une roue, c'est comme ça. Alors on a dit ceux qui étaient autour de lui, on dit tiens, c'est curieux ce qu'il a fait. Mais l'humanité tout entière n'a pas été sur le champ informée qu'on venait d'inventer la roue. Nous, si on invente quelque chose, on le sait tout de suite. Alain Decaux, puisque vous entrez à l'Académie française, avez-vous l'impression que vous y serez turbulent? Vous êtes le plus jeune? Non, je ne suis pas le plus jeune, il s'en faut d'un mois. Le plus jeune, c'est Alain Perfit, nous sommes 3 de l'année 1925, Jean d'Ormesson qui est de juin 25, moi qui suis du mois de juillet, et Alain Perfit qui est du mois d'août. Le plus jeune, c'est donc Alain Perfit. Vous savez déjà ce qu'il y aura sur votre épée d'académicien? Eh bien, j'y ai songé déjà, puisque j'ai vu vendredi Paul Belmondo pour lui demander de faire mon épée. Et déjà, je lui ai dit que je souhaitais que la radio et la télévision y soient naturellement. Alors évidemment, à lui de trouver, c'est pas facile, parce que on ne peut pas imaginer tout à coup une petite antenne qui s'évade du pommeau de l'épée. Il peut y avoir la collerette de la maison de la radio, vous savez, elle fait très collier. Ah oui, oui, enfin, je fais confiance à Paul Belmondo, qui a beaucoup d'imagination, qui trouvera sûrement. Est-ce que vous pensez déjà au discours d'entrée? Oui, oui. Les sujets, bien sûr, il y a Jean Guéhenno, vous avez parlé de lui. Mais Jean Guéhenno peut vous entraîner à parler, et vous y entraînera sans doute, parce que vous ne pouvez pas éviter de parler d'Alexandre Dumas et de Sacha Guitry. Alors comment allez-vous faire? Ce sont quand même vos passions aussi. Ah oui. D'une certaine manière. Oui, Alexandre Dumas, c'est l'homme qui m'a conduit à l'histoire, parce que je l'ai lu très tôt, à 11 ans. Et on n'a plus honte de dire maintenant qu'on... Non. Il y a eu une époque où certains disaient non, ne dites pas que je lis les Trois Mousquetaires. Non. Et maintenant les plus grands écrivains, n'est-ce pas? Et vous savez, qui a rendu à Dumas ces lettres de noblesse littéraire? Ce sont les fameux mousquetaires d'après la Libération, Nimier, Blondin, Jacques Laurent, les hussards. Oui, je dis les mousquetaires, ce serait plutôt les hussards. Et ils ont tout à coup magnifié, ils ont redécouvert Dumas, ils l'ont magnifié. Et vous savez, puisque vous me parlez de Dumas, je fais tous les ans une vente signature au château de Monte Cristo pour la restauration de ce château. Et je fais donc appel aux plus grands écrivains français. Et ce qui me touche, c'est leurs lettres. Parce que, où ils viennent ou ils ne viennent pas, mais de toute façon, ils répondent. Et ils répondent tous, et les plus grands, avec un mot d'affection pour Dumas. Il n'y a pas d'exception, tout le monde aime, tous les meilleurs écrivains français d'aujourd'hui aiment Dumas. Ils ont tous répondu à votre appel? Oh, beaucoup. Vous savez, ça fait 7 ans que je fais des signatures. À raison de 30 ou 40 écrivains chaque année, ça fait beaucoup d'écrivains qui sont venus à Monte Cristo. Alors maintenant que vous êtes à la radio, à la télévision, à l'Académie française, installé dans une trentaine de livres, pas tout à fait 30 je crois, oubliez-vous un peu votre lieu de naissance, car vous êtes un homme du Nord. Oui, je suis un homme du Nord, je suis lillois. Vous êtes encore lillois aujourd'hui, êtes-vous revenu à cette terre? Oui, c'est assez curieux d'ailleurs parce que j'ai quitté Lille à l'âge de 14 ans, et puis je me suis senti longtemps un Parisien. Comme beaucoup de Parisiens presque tous les Parisiens viennent de province. Bon. Et alors, en vieillissant, je me rapproche de mon lieu de naissance. Et je sens assez profondément mon département, ma ville, mon département du Nord. Vous savez que ma famille, et je ne le sais pas depuis longtemps, c'est un généalogiste très aimable, monsieur Gilles Henry, qui a fait ma généalogie sans m'en prévenir. Alors, un beau jour, j'ai reçu ça par la poste, et alors j'ai vu que ma famille habitait un petit village dans le sud des départements du Nord, le village d'Escarmin, et ne l'a pas quitté depuis 1650, c'est assez curieux, jusqu'à la fin du 19e siècle, où alors mon grand-père a été le premier à quitter le village, parce que mon arrière-grand-père était vannier. Ces gens qui habitaient le village, il y a une rivière avec de l'osier, alors il y a des gens qui font des paniers depuis toujours. Alors moi je suis une famille de vanniers. Grand-père vannier, arrière-grand-père vannier, arrière-grand-père, le grand-père.
Mon grand-père instituteur. Instituteur, Et mon père avocat. le père avocat, le fils à l'Académie française. Voilà. C'est la bonne progression. Je ne sais pas en ce qui me concerne, mais pour les autres, oui, sûrement. Vous n'avez pas envie de raconter une histoire qui serait celle de votre famille? Ben, je n'en sais pas assez. Un autre Montaillou qui serait Oui. qui serait dans le Nord. Mais vous savez, je n'ai pas assez d'informations, malheureusement, parce que ces braves gens n'ont pas laissé grand-chose. Il y a des actes simplement, mariage, décès, c'est tout ce qu'il y a. On vous demande parfois de raconter une histoire. C'est une chance rare pour les enfants, peut-être pour des jeunes femmes qui vous diraient « Alain, racontez-moi une histoire ». Non? Non, dans la rue. Ça arrive, ça c'est, Oui, vous oui. savez, alors quand je passe, tout à coup des jeunes garçons qui me lancent « Alain, raconte-nous une histoire ». Alors ça c'est la blague habituelle, ça. Voilà. Alors il y a eu les grandes énigmes, vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de Louis XVII. Hein. Non. Louis XVII, je le rappelle, c'était le premier livre d'Alain Decaux. Non, je me suis éloigné Quand même, il ne beaucoup. faut pas oublier, Non, c'est son premier enfant. Bien entendu, c'était... Surtout que Nandor vient de mourir. Ben oui, le fils, l'arrière-petit-fils, le prince, celui qu'on appelait le prince René de Bourbon, et qui s'appelait d'ailleurs René de Bourbon, puisque vous savez que les Nandorf ont le droit de s'appeler Bourbon. Mais non, mais c'était la passion de ma jeunesse. Mais évidemment, vous savez, aujourd'hui, j'ai la tendance sans renier, mais enfin, j'ai tendance à regarder ça un petit peu d'un air indulgent. Mais vous n'avez pas l'impression, Alain Decaux, quand même, d'aller un peu trop dans le passé? Ce serait bien d'écrire sur un personnage contemporain, d'épouser son époque, et peut-être, avec cette époque et ce personnage, de prendre des risques. Bien, vous savez, on ne peut pas tout faire. Moi, il se trouve que moi, c'est le passé. J'ai écrit des choses sur des personnages relativement proches de nous. J'ai écrit 2 livres qui traitent d'une époque proche, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, et de personnages et d'événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais des personnages vivants, non. Non, j'en ai pas vraiment envie. Cela dit, ça ne croyez pas que je sois entièrement axé sur le passé. Moi, mon époque, mon siècle, je la regarde, alors en tant que moi, pas en tant qu'historien, en tant que ce que je suis, je la regarde. Vous avez le temps? Ah, mais tout le temps, je la regarde Alors, sans cesse. comment vous faites tout le reste? Enfin, Victor Hugo, la radio, la télévision, les conférences. Oui, ben vous savez, oui. Lorsque je vais quelque part, je vois un article quelque part dans le journal disant Alain est passé, il était brillant. Ben oui, j'en fais de moins en moins les conférences. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup à un moment donné, mais j'en fais de moins en moins parce que c'est très difficile pour moi quand même de quitter mon travail. Une conférence, c'est 2 jours. Il faut un jour pour y aller, un jour pour revenir, et ça me coupe vraiment beaucoup dans mon travail. Alors, un film fait actuellement beaucoup de bruit. Il s'agit d'Holocauste. Vous l'auriez écrit vous de cette manière? Avez-vous été tenté de l'écrire? J'ai vu ce film, et j'ai vu que l'épisode d'hier. Je n'ai pas vu le premier épisode. Et je dois dire que j'ai été très déçu. Déçu par quoi et pourquoi? Très déçu parce que le sujet est bouleversant. C'est un sujet qui nous concerne d'une manière extraordinaire. Et il fallait faire à partir d'un tel sujet un chef-d'œuvre. Et on n'a pas fait un chef-d'œuvre du tout. L'intensité dramatique n'y est pas du tout. C'est quand même navrant de nous montrer ce qu'on nous montre sans qu'il y ait une intensité dramatique. Écoutez, vous allez dire que je parle d'un ami, mais je pensais à ce qu'un homme comme Stelio Lorenzi aurait fait avec ça. Vous imaginez? C'est-à-dire Stelio Lorenzi et Alain Decaux. Ben, peut-être, mais enfin, on n'est pas concerné, il y a un manque total d'intensité dramatique. Oui, certains vous diront que ce n'était pas tellement le fait que ce soit bon ou mauvais, il fallait le faire. Ah oui, mais alors vous ne l'avez pas fait, vous n'y avez pas pensé. Il fallait le faire, mais il fallait le faire bon. Voilà. Vous avez le trac encore? Quand je fais une émission en direct, oui. Et lorsque vous allez venir devant vos pairs à l'heure de discours d'élection de l'Académie française? J'aurais sûrement le trac. C'est écrit, là. Oui, c'est écrit, mais j'aurais quand même... C'est une lecture, en fait. J'aurais quand même le trac. Évidemment, oui, là, on ne va pas à l'aventure. On n'improvise pas, on lit. Alors, jusqu'à quel âge peut-on aller dans la voie que vous êtes tracée? C'est-à-dire, jusqu'à quel age peut-on faire de la radio, de la télévision? Jusqu'à quel moment peut-on conduire la tribune de l'histoire? Je pense à France Inter. Ben oui. Ben, vous savez, c'est exact que je crois que l'audiovisuel nécessite un renouvellement plus que la chose écrite. Je vois des amis, je vous parlais du duc de Mirepoix tout à l'heure, il a 95 ans, il a écrit un livre, il a publié un livre sur Robespierre il y a quelques mois, il en prépare un autre. Bon, mais je ne crois pas qu'à 95 ans on puisse conduire une émission de radio, une émission de télévision.
il y a un problème. Il est certain qu'un beau jour, ma vie qui se déroule aujourd'hui sur 3 plans, le livre, la radio et la télévision, un beau jour, par une sorte de fatalité, eh bien, elle se déroulera plus que sur le plan du livre. Vous pensez que l'uniforme vous ira bien? L'habit. Ah oui, pardon, l'habit. L'habit. L'uniforme, je vous ai vexé, là, peut-être. Non, je ne sais pas. Disons la tenue. L'habit, mais si vous voulez, je vous citerai un mot de Jean d'Ormesson qui a été interrogé récemment par le Nouvel Observateur qui faisait une enquête sur l'Académie. Et preuve toujours de cet intérêt que suscite l'Académie dans tous les milieux. Et alors le journaliste lui posait la question, mais à quoi ça sert l'Académie? Et Jean d'Ormesson a répondu, à être beau, monsieur. Merci Alain Decaux. 17h59. Merci Alain Decaux. Nous sommes tous très heureux à Radio France et à France Inter de vous voir sous ces lustres, sous ces panneaux, devant ces panneaux, sous cette coupole. Et puis c'est bien, le premier homme de l'audiovisuel. Merci Alain Decaux. Demain, un autre rendez-vous. Lui parlera peut-être d'une manière différente de l'Holocauste. Il s'agit demain de Samuel Pisard, qui a connu, hélas, parce qu'il l'a vécu toutes ces périodes, mais qui continue une autre forme de combat, qui est également écrivain et avocat international. Demain, Samuel Pisard. À demain, bonsoir.